Bonjour à tous, bienvenue à cette 14e édition du Forum Bois Construction qui se passe aujourd'hui dans un grand palais sublime. En guise d'introduction, je souhaitais remercier toutes les équipes de NVBcom qui ont permis de rendre ce jour possible. C'est un véritable exploit. Et donc voilà, merci pour eux et merci de nous avoir aussi donné cette légitimité avec Apolline de pouvoir suivre aujourd'hui toute la scénographie de cet événement-là. Avant que Apolline puisse parler plus brièvement de la partie scénographique, je souhaiterais faire une espèce de petite perspective des enjeux qu'ont émaillé ce forum et son organisation. Il était très important pour nous, vis-à-vis de ce lieu-là, de pouvoir vraiment avoir une vraie impression architecturale, scénographique, parce qu'il fallait être vraiment à la hauteur de cet événement. Et puis c'est aussi un point d'étape très important pour la filière. On est aujourd'hui dans un point de bascule entre les années 2000 et puis les objectifs stratégiques carbone de 2050. Et donc c'est pour nous important de mettre aujourd'hui un point d'arrêt et de permettre aussi à toute une filière de pouvoir se regarder. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons tout autour de nous un certain nombre de galeries d'architecture qui mettent en avant toutes les constructions qui ont été importantes pour nous jusqu'à présent. Et c'était aussi important pour nous en tant que scénographe de ne pas être strict, de ne pas contrôler absolument tout ce qui a été fait, mais plutôt de les accompagner pour mettre en cohérence vraiment cette filière et puis leur permettre d'avoir un regard sur eux-mêmes de cette manière-là. Voilà. Je laisse la parole à Apolline qui va rapidement présenter les différents composants de la scénographie. Merci Kevin pour cette introduction à la scénographie du Forum Bois Construction 2025. Nous allons vivre cette scénographie à travers plus de 360 mètres linéaires d'exposition. C'est énorme. On pourra, de part et d'autre, voir les auditoriums d'un côté l'auditorium éphémère et de l'autre le panauditorium, vers lesquels vous pourrez suivre tout le long jusqu'à vendredi des conférences. Vous pourrez voir dans le paddock, bien évidemment en dessous, des escaliers d'honneur, la tribune des innovations. Vous pouvez aussi suivre ces conférences en prenant ces escaliers, vous montrez au-dessus, sur les balcons. Prenez le temps de voir la... Prenez le temps... L'exposition. L'exposition, merci Kevin. Prenez le temps de parcourir les balcons pour voir l'exposition. Tous les architectes, il y en a plus de 90, il y a des maquettes qui sont magnifiques. Qui dit Forum Bois Construction 2025 dit bien évidemment neutralité carbone. En tant que scénographe, il était important pour nous, avec Kevin, de tout mettre en œuvre pour essayer de choisir nos matériaux, de voir cette circularité, qu'est-ce qui devenait, qu'est-ce qu'on allait en faire. Vous êtes aujourd'hui assis au-dessus d'une moquette en chanvre. Nous avons aussi les meubles confettis qui vont être réutilisés à chaque édition. Vous avez la scénographie, tous les éléments scénographiques dans la galerie qui vont être récupérés ou recyclés en matériaux innovants. Donc c'est un point d'honneur sur lequel nous sommes assez clairs tous ensemble. Je vais laisser Kevin pour continuer cette session inaugurale du Forum Bois Construction. Voilà. Merci. Merci Apolline. Donc vous l'avez compris, jamais le forum n'a été dans son contenu, dans son contenant aussi en résonance. Et c'est pour nous très important, notamment de mettre en évidence et à l'honneur toutes les émergences qui vont vous être présentées aujourd'hui dans cette présentation des éléments du forum. Et donc j'appelle le premier groupe qui est composé de Steven Ware, architecte associé de Artbuild, Jean-Luc Sandos, CBS Lift Team, et puis Antoine Grandcoin, qui vont vous présenter la genèse de l'auditorium éphémère. Un petit mot sur ce projet, parce que vous pouvez venir. Un petit mot sur ce projet, parce que c'est un espèce de PowerPoint un peu immersif. Vous êtes à l'intérieur, il y a une mise en abîme assez intéressante de cette présentation, parce que vous êtes à l'intérieur de l'auditorium éphémère. Et aujourd'hui, il entame une véritable renaissance, et c'était important pour nous de mettre à l'évidence cette prouesse. Je t'en prie. Merci Kevin. Oui, c'est immense d'être là enfin sous cette structure qui est quand même assez emblématique de l'évolution de l'architecture, de l'ingénierie d'un siècle passé.
Je vais parler un peu rapidement des origines de cette structure qui vous entoure aujourd'hui, pas le Grand Palais, mais la partie bois. Il y a une petite plaquette qui explique un peu le parcours, le pourquoi. C'est un peu comme une notice IKEA de montage aussi, avec quelques idées, parce qu'on cherche une troisième vie pour cette structure. Donc, si certains d'entre vous ont des contacts ou s'intéressent à cette structure et de le porter pour une nouvelle incarnation, vous êtes le bienvenu. Sinon, voilà, libre service, servez-vous pour la petite plaquette si vous voulez en savoir un peu plus. J'ai une petite dizaine de minutes, mais ça pourrait très vite devenir tout simplement des remerciements pour tous les différents acteurs qui ont participé à la création de cet ouvrage. Le pointeur est là. Il est là, oui. Mais je vais essayer d'évoquer les différents acteurs qui ont participé par moments à la création de ce projet qui est essentiellement un projet de recherche, mais qui commence à porter des fruits. En 2016-2017, je rencontre une étudiante à Paris-Malaquais qui travaille sur un procédé traditionnel qui s'appelle le lattice hinge. C'est comment cintrer le bois à froide avec des incisions. C'était une technique utilisée par les fabricants d'instruments de musique. Et Louise Deguine, elle s'intéressait à l'application avec justement un algorithme en libre, comment ça se dit, pardon, ressource, open source. Donc, travailler cet algorithme de façon paramétrique pour pouvoir cintrer le bois à froid. Donc, Louise vient chez nous après son diplôme et on commence à tester différentes hypothèses de cintrage des éléments de CLT. Pourquoi ? Parce qu'on avait un bâtiment en cours de réalisation à Paris, un R+7, c'était un des premiers bâtiments en poteau-poutre CLT à Paris et même en France d'ailleurs de cette envergure. Et il y avait pas mal d'éléments de parois, etc. cintrés. Donc on pensait que c'était possible peut-être de trouver un autre système. Alors finalement, on n'a pas pu faire les recherches, développer des prototypes à temps pour ce chantier-là. Néanmoins, on a fait des prototypes pour montrer avec le vrai CLT comment on pouvait cintrer le bois à froide grâce à cet algorithme, grâce à ce système ancestral de travail du bois. Donc notre premier prototype est réalisé avec l'aide de Elliott Ingénierie et avec l'aide de SACBA, une entreprise basée dans les Landes. Ensuite, cette technologie, ce procédé attire l'attention d'un forum en Belgique, dans la Wallonie, et qui nous commande un pavillon d'accueil pour la presse, etc., pour l'ouverture de leur salon d'agriculture qui intègre aussi évidemment tout ce qui est produit du bois. De la forêt de la Wallonie. Donc on réalise un pavillon inspiré par les troncs de bananier. Le tronc de bananier a cette extraordinaire structure, efficacité en termes de matière mise en œuvre par rapport à cette capacité de porter des charges. Donc on s'inspire de ce tronc de bananier et on fait ce pavillon-là et on se rend compte qu'on est aussi sur une approche esthétique qui est extrêmement importante. La transparence que vous voyez autour de vous, ça donne quelque chose au bois qu'on n'a pas l'habitude de voir. Avec l'arrivée du CLT et le poteau-poutre, on a tendance à croire que c'est quelque chose d'extrêmement massif, c'est très joli superficiellement, mais on donne un autre aspect à ce bois-là avec la luminosité, etc., cette transparence qui est, nous, extrêmement intéressante en tant qu'architecte parce que voilà, on a tendance parfois à oublier l'esthétique à la recherche des éléments des solutions bas carbone et d'économie dans tous les sens du terme. Après, bien sûr, les organisateurs du Forum Bois Construction, notamment Nicole Valquizer, s'intéressent et nous demandent si on peut concevoir un amphithéâtre éphémère dans le Grand Palais éphémère. Initialement, on était prévu de venir ici, le Covid tombe, les travaux commencent ici, donc on a été obligé de monter ce pavillon-là, de cet amphithéâtre-là, dans le Grand Palais éphémère, cette fois en format rectangulaire. Pourquoi ? Parce que l'organisation à l'intérieur demandait quelque chose de très rationnel, il y avait un tram, etc., il fallait le suivre, ce n'était pas une scénographie adaptée à une autre forme. On s'inspire cette fois de l'os d'oiseau, aussi une structure extrêmement légère qui permet justement d'utiliser un minimum de matière pour avoir un maximum de portance et de caractéristiques techniques structurelles pour le CLT. Voilà, donc on éclate un peu l'os et on fait notre paroi avec différents éléments qui sont cintrés à froid, même procédé, algorithme appliqué différemment.
Et la structure commence à se former autour justement de cet amphithéâtre pour accueillir à peu près 400 personnes, je pense. Les 3 éléments de base qui forment cette structure qui vous entoure aujourd'hui sont quasiment les mêmes. Il y avait un élément composé de 3 panneaux qui est autonome en termes de structure. Ça ne va pas tomber parce qu'il y a des contreventements, il y a une espèce de treillis entre les différents éléments qui permettent à chaque groupe de 3 éléments d'être autoporteurs et autostables. Après, il y a des détails d'angle qu'on ne voit pas ici parce qu'on est dans un forme ovale. Et puis, les détails de percement pour les portes. Donc, on compose avec cette structure, on fait l'ingénierie. Cette fois, on est accompagné par les ingénieurs, par les bureaux d'études NEI, qui nous accompagnent aussi pour cette structure-là, pour la conception. Et on justifie justement toutes les différentes charges, les charges de vent, les prises de vent, etc., qui vont être nécessaires pour justement la création d'un ERP, que ce soit intérieur ou extérieur. Les fixations, une petite touche de poésie. Je sais qu'il y a Jean-Luc Sandoz qui est là, qui parle justement de plus d'ingénieurs et moins de matière. Ici, les fixations qui permettent le cintrage de rester en place sont limitées à simplement une espèce de fer à cheval en pied et en haut pour tenir justement la forme qu'on souhaite, mais aussi les petits, ce qu'on appelle l'appareil dentaire, les éléments qui se glissent en fente entre les fentes qui maintiennent aussi cette courbe, la forme géométrique qu'on souhaite. Extrêmement légère, extrêmement facile même un effet de mode, si on a quelques éléments arabes, on peut même imaginer faire un peu de mode avec. Bon, néanmoins, voilà, cette ingénierie aussi qui accompagne justement cette légèreté, cet esprit de frugalité, fait partie un peu du cœur de l'évolution de cette procédé, de cette recherche. Après, évidemment, les éléments qui vont consolider tous les éléments qui vont rapporter les forces les uns contre les autres, faire en sorte que les éléments sont stabilisés les uns contre les autres, c'est les éléments qui sont disponibles très très facilement dans le commerce. Et puis, il faut aussi étudier, parce que quand on est architecte, je pense qu'il est important de s'intéresser plus que simplement l'esthétique de l'objet final, mais son transport, le poids carbone du transport, comment la manutention ça va être fait. Jean-Luc va en parler un peu plus tout à l'heure. Comment on va les charger sur le camion. Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants aussi dans la fabrication et dans la conception de cet outil, sachant qu'on prévoit son réemploi ou sa réutilisation à la fin de sa vie ou à la fin de son incarnation. Un petit vidéo pour expliquer le montage. Je pense que là encore, Jean-Luc va en parler un peu plus, mais ça, c'était au Grand Palais éphémère. Et c'était comme ça que, voilà, on redresse les panneaux pour qu'on trouve la verticalité souhaitée. Et puis aussi, il y a toute une chorégraphie pour accrocher les fixations. Voilà, en apprendre en faisant. Le résultat était assez convaincant que tout de suite les organisateurs disaient OK, on va le démonter, on va le stocker, et on va le réemployer, on va le réutiliser quand on arrive au Grand Palais, le vrai Grand Palais cette fois. Mais on était très très satisfait justement de son esthétique. Vous allez noter aussi que le bois a pris un petit coup, on en parlera tout à l'heure. Mais le côté un peu, sans être une boîte noire, l'idée d'avoir une sorte de transparence, même acoustique, on entend un peu la foule, on n'est pas complètement enfermé dans une cage où on n'a rien à l'extérieur. C'était important vu l'importance justement de ces conférences au sein du forum. C'est la matière grise, c'est la transmission, etc. Cette porosité était pour nous très importante dans la conception de l'amphithéâtre. Plusieurs configurations sont possibles. Vous pouvez monter là-haut sur notre stand si vous voulez en savoir un peu plus. Et puis, on a regardé d'autres possibilités, d'autres utilisations et d'autres configurations avec ces mêmes panneaux que vous voyez autour de vous, cette fois pour les Jeux Olympiques. Et puis, grande évolution avec les différentes géométries en cercle, en ovale et en format rectangulaire. Forcément, les tiges sont adaptables et même la géométrie des différentes fixations permettent de nombreuses différentes applications, de nombreux différents formats en plan. Donc, encore une fois, pour donner à la structure une certaine résilience. Et c'est là où je passe la main à Jean-Luc. Merci Steven, mesdames, messieurs, chers amis. D'abord, vous voyez que pour parler du réemploi, on débute avec 2 seniors, Steven et moi. Ça, c'est le réemploi.
on réemploie la ressource humaine, l'énergie humaine qui est infinie, et on ne dépense plus pour la matière qui, elle, est finie. Même si le bois est naturel, même s'il est renouvelable, la matière bois, si on peut la réutiliser, on doit la réutiliser, on économise de l'énergie. La thématique d'aujourd'hui, réemploi et neutralité carbone 2050, évidemment, ça nous amène à un petit graphique sur où est-ce qu'on en est dans cette neutralité carbone. Et vous voyez que ça, c'est maintenant, 2024. 2024, on continue à monter. On continue à monter en production de CO2, alors qu'on veut aller en bas. Donc, premier problème, quand est-ce qu'on s'arrête de monter? Ça, c'est déjà très important. Peut-être qu'en 2050, on aura atteint le niveau où on aura arrêté la progression, mais on ne sera pas à zéro. La neutralité carbone, c'est venir à zéro ici. Donc, vous voyez qu'on est très, très, très loin des objectifs. Et je veux vous gâcher votre week-end, mais regardez bien, il va falloir descendre cette production de CO2. Chaque année, il faudra descendre la production de CO2. Et le temps d'arriver là, à la neutralité carbone, la neutralité carbone, c'est ici. Quand mes émissions sont absorbées par la fixation, et pour arriver là, vous voyez tout ça là, c'est du CO2 qu'on va mettre encore dans le futur, dans le système. Et donc, on va remettre encore ici au moins autant que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, c'est brutal, parce que ça va faire x2 minimum, peut-être x3, ça va dépendre où on va. Donc, évidemment qu'on est obligé aujourd'hui de gérer la ressource, de gérer la matière. Il faut réutiliser tout ce qu'on a produit jusqu'à maintenant. Le réemploi est une évidence. Le réemploi est une évidence, et là, c'est un exemple. Et justement, de cet exemple, on peut tirer déjà un peu des règles et des sujets, des thématiques. Vous voyez, on était au 2021 avec le premier tour que Steven vient de montrer. Et puis, on range le forum éphémère, le théâtre éphémère, on va le ranger en Belgique dans une halle, à l'abri, et on cherche une deuxième vie. Et puis, on ne trouve pas tout de suite, le temps passe, et on vient au Grand Palais 2025. Donc, il y a un peu plus de 6 mois, il y a 9 mois, on dit, bon, c'est l'heure, on va aller chercher nos panneaux qui sont stockés en Belgique dans une halle. Et on arrive dans la halle, il n'y a plus de panneaux. Ah, qui a mangé les panneaux? Qui a volé les oranges du marchand? Eh bien, les panneaux, ils sont dehors, empilés dans un champ, mal bâchés. Et là, on prend un petit coup dans le ventre, on se dit « Merde! Oh, c'est dommage, il n'aurait pas fallu les laisser dehors. » Voilà, ça, c'est la première règle du réemploi, que vous allez être confrontés tous les jours avec ça. Il faut gérer une logistique avec des plateformes logistiques qui mettent le bois à l'abri, qui protègent et qui permettent d'attendre l'occasion de réutiliser. Donc l'aspect logistique est fondamental. Là, on a vu que c'était dehors abîmé un petit peu. Heureusement, ça a duré que 6 mois. Donc, on est parti de ça. Ça veut dire un petit peu plus de dégradation, un petit peu plus de gris. Donc, on les dégrise un petit peu, puis on s'aperçoit que c'est difficile de bien les dégriser parce qu'il y a un petit peu les ferrures. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi dégriser? Ça n'a pas de sens de dégriser. Le réemploi, c'est le bois comme il est, la matière comme elle est. Donc, est-ce que ça gêne quelqu'un qui ait ces traces grises? Vous avez intérêt de me dire non, sinon je vais vous demander si ça vous gêne que j'ai des traces grises. Et j'espère que vous allez dire non. Donc on l'utilise comme il est, mais bien sûr, il faut quand même s'assurer que la performance qualitative, la performance du bois est toujours là, parce qu'on sait très bien que la dégradation, ça va jusqu'à 0. Donc il faut s'assurer de ça. On fait différents contrôles, on avance. Il marche mieux. Il marche mieux? Ouais. Avec les bons outils. On fait les contrôles nécessaires. Toute notre équipe travaille pour filtrer et vérifier les différents panneaux. Ça se passe bien. Le métal, vous voyez que le métal, il souffre aussi. Il souffre même plus que le bois. Donc, il y a un peu plus de travail pour décaper le métal. Entre parenthèses, les ferments, tous les ferments qui liaisonnent les panneaux étaient aussi à l'extérieur dans une caisse ouverte. Et évidemment, l'acier et le métal coûtent un peu plus cher que le bois. Donc, il a disparu. Le métal a été volé parce que c'était manuportable. Le bois n'a pas été volé parce qu'il n'était pas manuportable. Donc, il est resté là. Donc, on répare tout ça, on check. Tout le monde met la main à la pâte. Kevin dit, finalement, vu qu'on ne va pas dégriser, on va faire des familles. On aura la famille des gris, la famille des clairs.
Et on va essayer de réorganiser un petit peu dans l'espace. Et voilà les différentes nuances de gris qui sont bien à la mode. Et le réemploi, c'est aussi dire que réemploi, ça ne veut pas dire réemployer exactement comme c'était déjà employé. Réemployer, c'est réemployer par rapport aux besoins d'aujourd'hui, qui n'est pas le besoin d'hier. Donc je réemploie. Et là, Steven, Kevin disent, bon, Nicole, on ne va pas te proposer un rectangle, parce que ça on a déjà fait, on va te proposer un ovoïde, un ovale, parce que ça a une autre dynamique. Donc, d'accord, on valide l'ovale, mais évidemment, le problème dans l'ovale, vous savez, en ingénierie, c'est que toutes les ferrures qui tournent avec l'ovale, elles sont différentes. Elles sont seulement identiques sur 4 points. La symétrie comme ça et la symétrie comme ça. Donc il faut préparer un peu plus. On recommande les pièces métalliques, on prépare, et puis tout d'un coup, les panneaux commencent à voler. C'était dimanche soir, 1h30 du matin. Voilà le centre de tri. Donc là, le métal, il a quelques millimètres de différence. Donc faut créer les familles. Il faut mettre du monde qui prépare ça pour que ça se visse rapidement. Et petit exploit de toute cette belle équipe, en 24 heures, le premier camion est arrivé dimanche soir, 22 heures. Lundi soir, 21 heures, le dernier était posé. Donc en 23 heures, ça a été totalement reconditionné, remonté. Ce qui est quand même un beau challenge. Il faudrait avancer un peu plus vite. J'avance, voilà, le levage. Qu'est-ce qui me restait à vous dire? Si, une anecdote quand même très importante. On se dit, le réemploi, faire attention. Évidemment, vous allez sortir de chez nous et vous verrez le Sylvatest qui permet de vous dire la qualité mécanique des poutres, la qualité mécanique du bois. Quelle est sa force aujourd'hui? Mais là, comme il n'est pas sollicité, qu'il est juste posé sur lui-même, on n'a pas fait le Sylvatest. On a dit, il peut se poser tout seul. Il va quand même se tenir debout. Il ne va pas s'écraser. Sauf que le réemploi, c'est aussi les détails et c'est aussi les assemblages. C'est toujours dans les assemblages qu'il faut chercher. Là, on a un tire-fond qui rentre dans le bois et c'est ce tire-fond qui permettait de soulever le panneau. Eh bien, il y en a eu un qui était probablement dans la terre. L'eau est rentrée là-dedans et quand l'eau rentre dans les assemblages, ça dégrade. On a levé et boum, c'est tombé. Donc, attention. La logistique, c'est important. Les assemblages, c'est fondamental, c'est très important. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'assemblage? Et là, on s'est quand même fait avoir sur un parmi tout l'ensemble. Voilà les paquets, le conditionnement. Je vais assez vite, vous avez vu. L'ovoïde, la vue d'ensemble. Toute l'équipe, évidemment, je remercie toute l'équipe qui a peu dormi depuis dimanche soir. Et je donne la parole à Anton. Les anciens donnent aux jeunes. Les jeunes ont aussi une énergie inépuisable. Voilà. Merci à vous. Merci Antoine, il faudrait être très rapide. Je vais conclure très rapidement. Moi, je suis étudiant en Master 2 à l'ENSA Paris-Belleville et donc j'ai fait partie de l'équipe, de la petite équipe qui est intervenue sur le chantier cet été pour rénover l'auditorium. Et voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en plus du réemploi, ce chantier est devenu aussi un lieu d'échange, de rencontres et de transmission, avec notamment les compagnons charpentiers qui ont dirigé les travaux. Et voilà, donc nous, en tant qu'étudiants en architecture, on avait un intérêt pour le bois et envie d'être un petit peu inclus dans le processus de réemploi, voir quels sont les enjeux, les paramètres. Et voilà, on a pu découvrir un petit peu. A priori, c'est la logistique qui est vraiment importante. Voilà. Merci. Bon, vous pouvez dire. Super, merci. Ouais, merci beaucoup.